Andrea, merci de t'être déplacé à Laval dans nos nouveaux bureaux. Je suis très content de te recevoir ici pour un deuxième épisode. Les gens avaient hâte que tu reviennes. Ben, merci de me recevoir. Moi aussi, je suis excitée d'être là. Je suis contente. J'avais hâte de revenir sur le podcast aussi. Puis aujourd'hui, je voulais qu'on aborde comment, il y a plusieurs points qu'on va aborder, là, mais comment comme perdurer dans son sport sans perdre l'amour qu'on a pour ce sport-là et comment améliorer ses performances, ses compétences à travers ça. Fait que c'est vraiment le sujet là, central qu'on va approfondir ensemble. Mais avant qu'on aille là, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter un peu brièvement là, qui es-tu, que fais-tu? Ben oui, moi, c'est Andrea. J'ai un background en psychologie de la performance. En fait, je suis en fin de doctorat en ce moment à l'UQAM. Puis mon focus principal ou mes intérêts de recherche tournent vraiment autour de, justement, dans un contexte compétitif, que ça soit le sport, ton milieu de travail, un art précis que tu fais, Mhm. comment tu fais pour à la fois être performant et dominer euh, ton, dans ton champ d'expertise, mais aussi être épanoui dans ta vie. Et donc, comment tu conjugues performance, bien-être, comment tu conjugues performance et garder l'amour pour ce que tu fais pendant longtemps. Mhm. C'est comme ça que je m'introduirais. Fait qu'on est directement dans les sujets qui te passionnent. Exact. Fait que moi, c'est parler de ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est comme mon dada, là, Ouais, genre. Je suis en mode plaisir all the way. ouais. Bon, ben, content d'entendre ça. Commençons par la première question. Si tu peux nous expliquer un peu la différence entre la pratique délibérée, le jeu et la performance. Et aussi, qu'est-ce qui fait en sorte que c'est important pour les gens qui entendent ça pour la première fois de leur vie? Comme pourquoi c'est important de savoir ça? Mhm. Ben, si on prend, mettons, le contexte sportif, c'est que ces trois, le jeu, la performance puis la pratique délibérée, je les vois comme trois mindsets différents avec lesquels les gens s'engagent dans leur sport. Puis derrière ces trois mindsets-là, il y a des objectifs qui sont différents. Et donc, c'est important que l'objectif derrière ce mindset-là, l'objectif, tu donnes match le mindset de l'activité dans laquelle tu t'engages. Puis, je vais revenir sur ça plus tard, mais si je les explique brièvement, pour moi, ben, le jeu, en fait, là, c'est très simple. C'est vraiment euh, faire l'activité puis pratiquer ton sport simplement pour le plaisir de faire l'activité. Donc, il n'y a aucun objectif explicite de performance associé à ça. Mhm. Puis le seul objectif derrière le jeu, c'est d'avoir du fun, d'avoir du plaisir avec tes amis. Puis on le retrouve souvent euh, chez les jeunes, quand ils font des activités, ils sont vraiment dans le fun. Puis même à l'âge adulte, il y a du monde qui pratique des activités juste pour le plaisir de comme bouger, être avec des amis. Puis même si on a des activités dans lesquelles on a des objectifs de performance, dans notre vie, il y a aussi des activités où on le fait juste pour le plaisir. Fait Mhm. que ça, c'est pour ce qui est du jeu. Ce qui est de la pratique délibérée, derrière la pratique délibérée, il y a une quête de performance. Mais pour te rendre là, la pratique délibérée implique de t'investir dans une activité dans le but de développer des compétences qui vont par la suite te mener euh, ou qui vont par la suite élever ton niveau de performance actuel. Mhm. Fait que derrière la pratique délibérée, l'objectif, c'est plutôt de maîtriser des compétences, de se développer, d'apprendre. Puis quand on est dans l'apprentissage puis le développement de compétences, on n'est pas dans de la performance. Puis des fois, ça ne veut pas nécessairement impliquer que ça va être fun de devoir développer ses compétences. On peut être dans le fun quand on développe des compétences, mais c'est pas un prérequis Ouais. quand on est dans la pratique délibérée. OK. Puis ça, la pratique délibérée, on le retrouve beaucoup en contexte d'entraînement. Quand on s'entraîne pour des objectifs sportifs, on devrait être en pratique délibérée.
Puis ensuite, la performance, c'est... comment je définirais? C'est avoir accès à son talent dans une fenêtre de temps précise dans le temps. Fait que c'est là que ton objectif, c'est de performer. C'est de mettre en application les compétences que tu as développées dans la pratique délibérée. Mhm. Puis, pourquoi c'est important de faire la distinction dans ces trois-là? C'est parce que si tu rentres avec un mindset différent dans le jeu que le plaisir, ça va venir teinter l'expérience du jeu. Puis on a tous déjà connu ça. J'ai l'impression de, tu sais, être dans une activité puis la faire juste pour le plaisir, puis il y a quelqu'un qui est comme trop compétitif, Mhm. puis ça kill le vibe. Mhm. Puis tu sais, il est soit mauvais perdant, soit il est comme domine puis il écrase tout le monde au jeu. Fait que c'est ça que je veux dire, de comme, si le mindset, il matche pas les intentions derrière l'activité ou comment on s'engage dans l'activité, c'est là que ça peut créer des problèmes puis qu'on peut pas, on va pas réussir à extraire le maximum de l'activité Mhm. qu'on fait. Puis ça, c'est très vrai aussi que beaucoup de personnes qui s'engagent aussi avec un mindset de performance dans de la pratique délibérée. Puis on pourra aborder ça plus en profondeur, je suis sûre, durant le podcast. Mhm. Fait que si je prends un exemple simple, mettons le tennis, ou même qui est encore plus simple, c'est pour juste un joueur de hockey. Joueur de hockey. Pratique délibérée, ce serait les pratiques, mettons, quand j'étais jeune, c'est comment les mardis, jeudis, tu pratiques, puis les samedis, tu joues ton match. Fait que les mardis, jeudis, c'est de la pratique délibérée où on veut travailler, puis c'est s'améliorer sur certains points. Plus c'est en équipe, là, un système de jeu, etc., mais il y a peut-être des affaires personnelles aussi. Au moment du match, on est dans performance. Ouais. Le jeu, là, il s'inscrit où? Est-ce que, mettons, il peut être... Tu peux-tu être en pratique délibérée et en jeu en même temps ou comment ça fonctionne, ça? Absolument. Je pense que ça peut teinter, le jeu peut teinter à la fois la pratique délibérée et la performance, mais ça va tout le temps être un objectif secondaire que l'objectif qui est principal. Puis je pense que dans la pratique délibérée, quand tu t'entraînes sur une longue période de temps, c'est clair que tu vas vouloir conjuguer ta pratique délibérée avec du plaisir, puis être capable de rendre tes entraînements fun pour justement aussi avoir cet aspect de perdurer dans le temps, puis avoir cette envie de t'entraîner puis développer des compétences. Parce qu'il y a une partie du plaisir puis du fun qui vient du fait de te développer, de unlock a new skill. Ça, c'est très dopaminergique pour ton cerveau. Fait que ça, c'est fun. Tu sais, t'es dans le fun, même dans la pratique délibérée, mais des fois, c'est les learning curves pour apprendre une certaine habilité précise. Mais ça prend du temps, puis c'est pas spontané nécessairement. Fait que c'est là, dans ces cas-là, qu'il faut voir dans comment on structure ces pratiques-là pour développer des compétences qui prennent plus de temps, comment on peut venir injecter du fun dans les entraînements, dans les échauffements, dans la récupération pour rendre ça aussi fun. Ouais, OK. Puis, j'imagine que ça doit arriver quand même couramment que le jeu est comme moins là, puis on transfère la performance pour continuer avec mon exemple qui est le hockey samedi soir, c'est la performance. J'imagine qu'il peut arriver qu'on amène la performance dans la pratique délibérée. On peut penser à je vais courir, je vais courir pour me préparer pour un marathon, je vais faire du vélo pour me préparer pour X. J'imagine tu peux amener ça là. Puis ça serait quoi? Est-ce qu'on voit ça? Puis c'est quoi l'impact de ça? Ben oui, ben je pense que ça, le cas de figure que tu t'expliques, c'est un des cas de figure les plus communs dans les entraînements de beaucoup de gens, puis même d'athlètes de haut niveau. C'est ce qui arrive, c'est que on a des objectifs en termes de chiffres qui sont en soi des bons objectifs. Tu sais, c'est pas des mauvais ou des bons objectifs. Puis on amène, en fait, on se donne deux commandes de résultats dans notre pratique délibérée, qui est d'atteindre certains chiffres dans nos entraînements, que ce soit courir X nombre de kilomètres en X nombre de temps, et aussi
dans cette phase d'apprentissage, on s'impose puis on se met cette pression-là en termes de chiffres, combiné au fait qu'il faut développer des compétences. Puis le focus, on perd le focus de OK, c'est quoi les comportements précis que je dois faire et sur lesquels j'ai un contrôle pour arriver au résultat en termes de temps que je me suis fixé. On oublie ça, puis on focus trop sur ces commandes de résultats qui est dans mon entraînement, je vais avoir brûlé autant X nombre de calories ou je vais avoir fait XXX. Mais c'est ça, mais en fait, la réalité, c'est que pour arriver à ces chiffres-là qu'on se fixe, ça prend de développer des compétences sur des multiples facettes. Tu sais, le sport, c'est tellement complexe. Qu'est-ce que ça prend à maîtriser pour en découler la performance qu'on veut puis les résultats qu'on veut, qu'on devient trop unidimensionnel puis juste sur les chiffres, puis on oublie tout l'éventail de choses qu'on a à maîtriser puis à développer pour se rendre aux résultats qu'on veut en termes de chiffres. Donc, d'être trop focus sur la performance en pratique délibérée peut nuire à ce que je développe mes compétences qui vont me permettre d'être performant lorsque ça va être le temps de performer pour vrai. Oui, absolument. Puis non seulement quand justement tu contamines tes entraînements avec cette pression de performance-là, non seulement tu nuis à ta performance, mais aussi à ton bien-être. Puis je m'explique, c'est que quand tu es dans un entraînement puis tu es en mode « je dois performer, je dois deliver », on a souvent une vision très dichotomique de la performance qui fait en sorte que ça va venir augmenter la quantité d'inquiétude, de pensées intrusives liées à la possibilité d'échouer qu'une personne va avoir dans son entraînement. Et ça va, par conséquent, diminuer sa concentration et venir nuire à sa performance. Fait que c'est dangereux d'être en mode performance dans les entraînements parce que, justement, on ne développe pas ce sur quoi on devrait travailler puis développer pour atteindre les chiffres puis les résultats qu'on veut. Puis, en plus, il y a la composante que, parce que tu mets tellement de la pression à réussir, ton cerveau, il focus sur ça et donc, il y a plein de pensées associées à ça qui viennent dans ta tête. Ça va activer le doute, les pensées intrusives, ça va créer plus de rigidité, plus de risque de blessure. Et aussi, ultimement, ça va venir affecter ton estime de toi. Puis, à long terme, tu vas te désengager de ton sport beaucoup plus rapidement que si tu es plus en mode focus à apprendre puis te développer. Parce que là, tu vois ta performance comme un reflet de ta valeur personnelle. Donc, ton estime de soi est très en jeu à chaque fois que tu vas t'entraîner. Ouais. Fait que tu mets à risque ton estime de soi, puis personne ne veut se décevoir at the end of the day. Fait que si c'est ça le mindset avec lequel tu t'engages pour t'entraîner, tu auras une forte probabilité de chance d'avoir un love-hate relationship avec le sport puis l'entraînement. Ouais, OK. Fait que au début, on dirait que l'épisode, moi, je le vois comme je t'ai dit, un fil conducteur. Là, fait qu'au début, c'est important de comprendre jeu, pratique délibérée, puis performance. Comme les trois sont là, puis si on est comme trop dans la performance quand c'est le temps d'être pratique délibérée, ben ça peut nuire. Si le jeu n'est plus là, ben ça peut nuire aussi. Ça peut nuire également. Fait qu'un coup qu'on a ça, qu'on est comme, OK, je comprends ça, ma prochaine question, c'est comment on fait pour perdurer? Comment qu'on fait pour... Ça serait quoi les ingrédients pour continuer dans notre sport et pas se désengager parce qu'on est comme un peu tanné? C'est tellement une bonne question, Hugo, que tu poses. Parce que non seulement, je pense que là, dans le sport à un niveau élite, c'est vraiment le focus maintenant principal, où j'ai l'impression qu'on tend vraiment plus à ça, à comment on fait pour garder nos athlètes performants le plus longtemps possible. Ouais. Puis
il y a des ingrédients que ça prend pour arriver à performer sur une longue période de temps à un niveau élite et qui sont aussi transversables et applicables dans nos vies d'athlètes plus amateurs, là, disons. Ouais. Puis je pense que il y a deux ingrédients vraiment importants pour perdurer dans le temps. C'est protéger sa passion harmonieuse pour son sport. Et ça passe par, entre autres, les standards de succès que tu te fixes et les objectifs que tu te fixes. Mhm. Fait que c'est ça que je dirais que ça prend pour perdurer dans le temps. Fait que le type de passion, Ouais. puis les standards, quel genre de standards tu te mets. Type de passion, si on fait un bref retour, j'invite les gens à écouter le premier épisode où on parlait des deux types de passion. Mais si tu fais un bref retour sur passion harmonieuse versus passion obsessive, c'est quoi exactement? Si je résume ça simplement, je dirais que à la fois la passion harmonieuse puis la passion obsessive, c'est comment tu t'engages dans ton sport, c'est comment tu show up dans ton sport. Quand tu as une passion harmonieuse, ton sport prend une grande place de ton identité parce que ton sport te procure du plaisir et tu as un intérêt pour ton sport. Mhm. Right? Et quand tu es dans la passion harmonieuse, bien que le sport prend une grande place de ton identité, tu as aussi une harmonie avec tes autres centres d'intérêt dans ta vie. Tu as un meilleur équilibre de vie quand tu es en passion harmonieuse versus en passion obsessive. Encore une fois, ton sport va être important dans ta vie, va prendre une grande place dans ton identité et dans ta vie aussi. Parce que, oui, ça te procure du plaisir, tu as de l'intérêt pour ton sport, mais il y a également une pression autour ou un besoin ou une motivation externe qui est plus reliée à un besoin de reconnaissance ou pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Donc, parce que tu ajoutes une contingente externe à ta passion, il y a moins d'harmonie souvent, puis il y a plus de conflits entre ta passion et tes autres centres d'intérêt dans ta vie. Mhm. Puis la beauté avec la passion harmonieuse, c'est que ça mène au même niveau de performance qu'avec la passion obsessive. Puis en plus, le bonus, puis on en a parlé dans le dernier podcast qu'on a fait ensemble, c'est qu'avec la passion harmonieuse, non seulement tu atteins les mêmes sphères de performance qu'avec ta passion obsessive, mais le bonus, c'est que tu as aussi des bienfaits au niveau de ton bien-être. Mhm. C'est que tu gardes, en fait, tu vas bien mentalement. Mhm. Ouais. Parce que tu me diras si ça fait du sens que je le vois de même, ton moteur à pratique délibérée, à jeu, à performance, en passion harmonieuse, ben, tu sais, il est là, fait que comme c'est ce qui fait que tu le fais. Passion obsessive, il est là aussi. Comme dans les deux cas, il y a le moteur pour s'initier à pratique délibérée, jeu, performance. Est-ce que tu dirais que dans le cas de la passion obsessive, il y aurait plus tendance à venir mettre la performance dans la pratique délibérée? Oui, entre autres. Puis le danger, je pense, c'est tu l'expliques vraiment bien, c'est que ta passion, en fait, c'est le moteur derrière qu'est-ce qui va te pousser à t'engager, t'entraîner, puis être en pratique délibérée. Ouais. Right? Puis dans les deux cas, parce qu'il y a cette notion de plaisir derrière, ton sport te procure, genre, tu as du fun à faire, à t'entraîner, puis à faire ton sport, ben ça va faire que tu vas t'investir, puis tu vas t'entraîner beaucoup. Puis ça, par conséquent, ça va te mener à la performance. Mais avec la passion obsessive, aussi le danger, c'est que quand tu fais face à un mur, quand tu échoues, tu as beaucoup plus de chances de give up puis de moins perdurer dans le temps puis avoir le goût de t'investir. Puis ça, c'est vrai parce que tu as des échecs quand tu es en mode performance dans un contexte de compétition, on est en play-off, il faut gagner des points, peu importe. Mais aussi parce que tu t'imposes des critères dichotomiques qui font en sorte que
tu vis tes entraînements comme un succès ou un échec à chaque fois. Mhm. Est-ce que- je sais pas comment dire. Je sens que l'identité est beaucoup plus menacée du côté passion obsessive, du côté versus harmonieuse. Comme l'identité ne tourne pas qu'autour de cette activité-là, mettons, pour un joueur de tennis. Je me rappelle plus si j'avais lu ça, mettons, Djokovic. C'est comme, oui, c'est un joueur de tennis, mais c'est aussi un mari, c'est aussi un père de famille. C'est comme son identité est plus que juste un joueur de tennis. J'ai l'impression, je peux me tromper, mais passion obsessive, c'est comme l'identité tourne plus autour de je suis telle activité. Fait que si j'ai pas Ouais. des performances, ça fonctionne pas, là, c'est comme un peu une attaque à l'identité. Absolument. Puis c'est aussi cette attaque à l'identité qui va venir teinter l'engagement puis faire que tu vas plus t'engager. Puis je vais expliquer ça parce que je pense que c'est très pertinent ce qu'elle t'amène. Quand tu es en passion harmonieuse, c'est que tu te définis par ton sport. Absolument. Fait que quand tu te présentes au monde, tu dis je suis un athlète. Genre, Djokovic, probablement, il dit je suis un joueur de tennis. Ouais. Absolument, ça fait partie de ton identité. Mais ta valeur, tu définis pas ta valeur basée sur tes performances, uniquement tes performances dans le sport, parce que tu le vois comme une continuité. Tu as cette place de t'améliorer, de te développer, de pousser tes limites, relever des nouveaux défis. Puis cette continuité permet de mettre moins de pression sur ton identité, puis faire comme, hey, OK, genre, j'ai perdu quand tu es en passion harmonieuse, j'ai perdu la game. Genre, oui, je suis déçu, il y a des émotions négatives associées à ça, mais tu vas être capable de retourner chez vous, voir ta femme, tes enfants, puis être en mode, je suis un père de famille aussi, genre, puis je suis un mari. Mhm. Quand tu es en passion obsessive, tu te définis comme un athlète, mais aussi ta valeur repose beaucoup plus sur tes performances dans le sport. Fait que quand tu performes pas à la hauteur de ce que tu veux, quand tu as une passion obsessive, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu vas venir beaucoup plus compenser en t'engageant dans de l'entraînement et en surinvestissant dans ton sport pour venir un peu changer le narratif de ta valeur puis regagner le contrôle sur comme ton estime puis que tu as de la valeur puis tu es quelqu'un de bon. Fait que ça mange beaucoup de temps de l'investissement que tu aurais pu faire dans les autres sphères de ta vie, puis c'est là que ça rentre en conflit, en fait. Puis j'imagine que quand tu compenses, puis tu vas aller t'entraîner, tu vas y aller en mode il faut que ça se passe bien. Donc, encore là, performance dans la pratique délibérée. Puis là, ben. Exact. En mode, puis ça, c'est performance sur des blessures, s'entraîner sur des blessures, pas se donner assez de temps de récupération. Puis là, c'est ça, c'est un cercle vicieux absolu. Là. Ouais. OK. Ça a plus ou moins rapport avec les. Ben, un peu, là, mais quand tu parles de pratique délibérée, jeu, performance, ça me fait penser à les jeunes joueurs de hockey de comme 10, 11, 12 ans, 8 ans. Puis là, au Québec, là, on chiale parce qu'on produit pas assez de bons joueurs de hockey. Comme, en tant qu'enfant, j'imagine que faut vraiment faire attention pour pas tomber en mode, justement, comme on leur inculque qu'il faut qu'il y ait de la performance dans les pratiques, etc. J'imagine qu'on doit laisser beaucoup de place au jeu pour des plus jeunes. Ben, effectivement, moi, je pense que c'est pas la responsabilité de l'enfant de se dire je dois être en mode jeu quand je m'en vais jouer au hockey. Je pense que c'est vraiment plus la responsabilité, justement, des coachs, des équipes entraîneurs autour de ces jeunes talents qui veulent faire émerger puis produire, là, comme si on peut le dire de même. Puis aussi, c'est la responsabilité du parent. C'est aux parents et aux coachs puis toutes les équipes sportives de créer l'environnement adéquat pour mettre l'enfant dans les conditions de jeu, de développement nécessaires pour atteindre les résultats qu'au final, tout le monde voudrait. L'enfant veut
probablement atteindre les ligues de hockey majeures. Mhm. Puis les coachs puis les équipes d'entraînement aussi. Ouais, fait que ces gens-là, ce serait pertinent qu'ils sachent ça. Absolument. Puis c'est un peu aussi une de mes missions que je me donne de parler de ces concepts-là. Puis parce que il y a beaucoup de cas où que justement les entraîneurs, vu qu'ils ne sont pas outillés pour créer ces environnements-là, puis ils n'ont pas nécessairement toutes ces connaissances-là, ils brûlent leurs athlètes très jeunes. Mm. Puis les athlètes finissent par perdre leur amour pour leur sport. Puis justement, quand s'il y avait les conditions nécessaires, puis que ça l'aurait pris, ils auraient pu être des étoiles montantes, puis des superstars dans leur sport. Fait que je pense que c'est très précieux, tu sais, de protéger ce talent-là pour les jeunes. Puis quand tu es un jeune enfant, c'est la responsabilité, comme je disais, du contexte puis de l'environnement autour de toi. Puis quand tu es un adulte, ça devient ta responsabilité de OK, comment tu protèges ton amour pour le sport? Comment tu gardes une relation saine avec ton sport pour rester engagé puis performer puis aussi avoir une bonne santé mentale à travers tout ça? Parce que c'est pas la norme actuellement dans les contextes sportifs puis dans les équipes de faire la promotion de ça, de cette passion harmonieuse, de comment focuser sur comment protéger son amour pour le sport. T'sais, on est très en mode résultat, on veut des chiffres, on veut performer parce que oui, il y a des implications par la suite de comme les sponsors, ça prend des résultats, puis je comprends tout ça, puis c'est pour ça que je dis que le danger, c'est pas ces objectifs finaux-là, c'est le processus, puis comment on les traduit dans le day-to-day, puis dans les plans d'entraînement de nos athlètes pour arriver à produire ces résultats-là qu'on souhaite tous. Mhm. Ouais. Fait que c'est maximiser le côté, protéger le côté passion harmonieuse, qui est un des facteurs de protection sur le perdurer, mettons. Puis l'autre que tu nommais, c'était comme les standards. De tu réussite. nous parlais un peu de ça? Bien, les standards de réussite, ça fait référence à c'est quoi les objectifs que tu te fixes. Puis il y a deux grandes catégories d'objectifs qu'on se fixe en lien avec la performance. Tu as d'un côté les objectifs que j'appelle dichotomiques, puis de l'autre côté, tu as les objectifs de maîtrise. Si on regarde les objectifs dichotomiques, en fait, ça fait référence justement à être bon, être pas bon, performer, pas performer, être meilleur que les autres, éviter d'être moins bon que les autres. Ça, c'est ce mindset-là derrière les objectifs dichotomiques, ça fait que ça l'affecte en fait la performance négativement parce que quand tu es en contexte de performance, puis là, tu vois que ça se passe pas comme tu veux parce que le contexte fait en sorte que tu tires de la patte au niveau des points, tu n'es pas dans le temps que tu voulais, il y a beaucoup plus de chances de, encore une fois, faire émerger le doute, les pensées intrusives, les pensées négatives, de créer de la rigidité dans ton corps, ce qui affecte tes mouvements, ce qui affecte ta performance. Puis finalement, tout ça nuit à ta concentration puis vient nuire à ta performance parce que il y a juste deux possibilités. Soit tu réussis ou soit tu échoues. Ouais. Puis on veut jamais la possibilité d'échouer quand tu es dans une vision dichotomique parce que c'est trop cassant pour ton cerveau. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est le genre d'objectif que je décourage fortement qu'on se fixe, en fait, puis de ne pas conceptualiser nos objectifs aussi noirs ou blancs, mais plutôt d'y aller avec la deuxième façon de se fixer des objectifs qui est beaucoup plus adapté pour notre cerveau, si je peux le dire. Puis ça fait référence aux objectifs de maîtrise. Quand je parle à objectifs de maîtrise,
ça décrit un désir de vouloir maîtriser quelque chose, de vouloir maîtriser des compétences, de vouloir développer des compétences, ce désir de s'améliorer continuellement. Puis quand tu es dans quand c'est plutôt ça, tes standards de réussite, ça fait que tu vois ta performance sur un continuum. Right? Mhm. Donc, quand chaque performance, en fait, quand tu la prends individuellement, c'est comme si ça représente une photo dans le temps de où tu es rendu dans ton développement en tant qu'athlète. Mhm. Puis, en fait, ça, c'est beaucoup plus informatif pour ton cerveau d'avoir cette information-là parce que là, tu as une image claire de « OK, c'est quoi les comportements sur lesquels je dois encore travailler pour m'améliorer puis augmenter mon niveau de performance versus ben j'ai échoué, donc je suis un échec, donc j'ai pas de valeur. » Mhm. Fait que c'est ça, c'est comme ça que je ferais la différence entre les objectifs dichotomiques et les objectifs de performance et les objectifs de maîtrise. Et c'est vraiment dans les objectifs de maîtrise. Puis c'est, en fait, une façon aussi de protéger ta passion harmonieuse, c'est de te fixer des objectifs de maîtrise. Mhm. Ouais, c'est ça que j'allais dire. J'allais dire, dans objectif dichotomique, j'entends passion obsessive, là, beaucoup de comme vouloir être bon, tu sais, la valeur, l'identité, tout le kit. Là. Ben, des contingentes, tu tombes beaucoup plus en motivation externe, Ouais, exact. extrinsèque. Ouais. Donc, qui rajoute la pression, en fait, pour ton cerveau. Ouais. Puis que ton cerveau ne sait pas comment interpréter cette pression-là additionnelle. Mhm. Donc, c'est là qui crée tout ce discours interne qui peut être très, très malsain et nuire, en fait, autant à la performance qu'à ton bien-être. Mhm. Puis t'as-tu des exemples? Donc, on prend les sports populaires actuellement, la course, le vélo, la nage. Mm-hmm. As-tu des exemples d'objectifs de maîtrise dans ces sports-là? Là? Ouais, je suis pas l'experte de ces sports, mais comme Ouais. si on y va de manière très générale, des objectifs de maîtrise, c'est quoi en fait que ça te prend pour être un bon coureur quand tu y penses, OK? Fait que moi, une première composante, ça te prend un bon cardio. Mhm. Ça te prend de savoir comment fouler, quoi faire, comment courir, quoi faire avec tes pieds. C'est quoi la foulée? Là? C'est quoi le comportement? Qu'est-ce que mes pieds doivent faire pour que je cours bien? Ça te prend de savoir respirer. Ça te prend... je sais pas s'il y a d'autres choses qui te viennent en tête, mais tout ça, en fait, se développer sur tous ces éléments-là, qui est le cardio, qui est OK, c'est quoi la foulée que je dois maîtriser? C'est quoi la respiration que je dois maîtriser? Puis tu additionnes tous ces comportements sur lesquels tu développes. C'est là que ça va produire ton résultat en termes de temps, puis courir du 4,15 du kilomètre pendant ton demi-marathon ou ton marathon. Mhm. Versus, quand un exemple d'objectif de dichotomique, c'est ben, justement faire tous les objectifs en termes de chiffres. Dans mon entraînement, je veux avoir réussi à avoir couru 10 km en X nombre de temps. Mais c'est que si tu ne réussis pas ce standard-là qui est assez rigide, ben c'est là que tu tombes dans tout ce discours auto-dévalorisant Mhm. très rapidement. Mhm. Versus quand tu es dans les objectifs de maîtrise, puis tu as plus de contrôle, en fait, sur les comportements que tu dois mettre en place pour atteindre ton objectif en termes de chiffres. Ouais. L'idée, c'était... Exemple, je suis comme, j'aimerais faire un marathon. C'est de le déconstruire en mode, OK, je fais un marathon. Comment ça marche, faire ça? C'est quoi les processus? Ça me fait beaucoup penser à ça, processus versus résultat. Mm-hmm. C'est comme c'est quoi les processus qui vont m'amener à courir un marathon comme ça? Ah, là, t'as nommé une couple de trucs, tu sais, la foulée, moi non plus, je suis pas un pro de Mais la course, nutrition aussi rentre dans ça. Il y a plein d'affaires. Ouais. Puis là, t'es capable de cibler un peu, OK, ben ça.
Puis après ça, de peut-être évaluer, ben ça, c'est peut-être la composante que je devrais le plus améliorer. Tu sais, les autres, je suis pas si pire, mais celle-là. Et c'est là, après ça, que tu tombes en pratique délibérée sur cette composante-là qui va t'aider Exactement. à aller chercher ta performance. Exactement. Absolument. Cool. Ouais, c'est bon. Hein. Mais fait que c'est là où c'est important de comprendre pratique délibérée, jeu puis tout. Ouais. Après, c'est comme. On a commencé par ça, là, mais c'est comme après un coup que t'as ton spark de vouloir faire quelque chose, la passion, là, tu te mets, OK, mes objectifs, plus de maîtrise. Mais là, après ça, t'es capable de faire, OK, ça, c'est une pratique délibérée. Ça, c'est plus une performance. Puis le jeu, j'imagine, dans le contexte de course, ce serait comme, hey, aller courir juste, tu sais, pas de monte, rien, juste, hey, je m'en vais pour avoir du fun parce que j'aime ça courir. Ouais, ça peut être ça. Ça peut être, hey, au lieu de courir sur mon tapis roulant, je vais aller courir dehors. Ça ajoute une composante fun. Ça peut être aller courir dans un club de course avec des amis. Tu sais, après, ça dépend aussi de ta personnalité, puis tu le tweaks à ta personnalité. Mais c'est ça, c'est là que tu rajoutes un petit sparkle de plaisir dans les entraînements. Ouais. Tu dois premièrement savoir ce qui est à développer, vu que là, c'est là que tu gagnes le contrôle sur comment pouvoir t'améliorer, puis éviter de tomber dans, justement, je suis pas bon ou je suis bon. Puis, quand tu sais sur qu'est-ce que tu as du contrôle, ben après, tu planifies tes entraînements en fonction de ça, tu les structures en gardant ça en tête, puis tu combines ça avec des éléments qui t'apportent du plaisir quand tu t'entraînes. Mm-hmm. Fait que, étape 1, je peux le mettre de même, étape 1, ça nous prend de l'intrinsèque, de la passion, sinon, ben, ça marche pas. Là. Fait que c'est justement l'étape 1 quand on parle d'intrinsèque, c'est prendre un sport que tu as du plaisir et un intérêt pas un sport qui est à la mode parce que tout le monde fait des demi-marathons puis de la course, que c'est le sport auquel tu dois te mettre. Ouais. Fait que ça, c'est l'étape 1. Oui, tout à fait. Pas ce qui est trendy, c'est les réseaux sociaux. Là. Exact. Ouais. Fait que étape 1, intrinsèque passion. Un coup que j'ai ça, c'est là où je peux me mettre des objectifs plus de maîtrise. Un coup que j'ai ces objectifs-là de maîtrise, je suis capable de planifier mes entraînements délibérés, les moments où il va y avoir performance, puis le jeu à travers ça. Ouais. Ça résumerait-tu bien les points qu'on a couverts jusqu'à date, mettons? Ouais. Puis plus, si je peux aller plus précis que ça, c'est que dans tes objectifs de maîtrise, ou on va dire tes grands objectifs, ils peuvent être en termes de chiffres. OK. J'ai aucun problème que, justement, que quelqu'un veuille courir un demi-marathon un X nombre de temps. Mais après, c'est venir décortiquer ça dans des objectifs plus de maîtrise où tu es comme... Puis avoir ce mindset-là derrière cet objectif, c'est que je veux pas atteindre... c'est quoi les raisons derrière pourquoi tu veux courir dans ce nombre de temps-là ton demi-marathon? Mm-hmm. Right? C'est pour te prouver que tu es capable de le faire ou c'est juste parce que tu es comme, hey, c'est un défi que j'ai envie de relever? Mm-hmm. Ça change la donne. Ouais. Fait que c'est tout le temps de déconstruire. Mettons que je me mets un objectif avec un chiffre ou un résultat. Là. C'est pas nécessairement grave. C'est juste qu'il faut que je sorte de là pour aller voir mes processus, d'être en mesure de voir si je veux atteindre ce résultat-là, c'est quoi les processus qui vont me générer ça. Et donc, mon focus devient là-dessus maintenant. Ouais. Pas sur mon chiffre, parce que mon chiffre, c'est un... Vu qu'au day-to-day, tu vas pas atteindre ce chiffre-là. Ça, c'est une performance que tu veux ultimement, mais ton day-to-day doit être teinté de plus le mindset de maîtrise, objectif de comme te développer. C'est quoi que tu dois développer comme compétence et donc être dans de la pratique délibérée pour ensuite atteindre le niveau de performance que tu veux. Mm-hmm. Versus, je veux courir un marathon en 4:30. À chaque fois que je fais une sortie 3 fois semaine, j'essaie d'améliorer mon pace. Mm-hmm. Puis je focus sur mon pace à toutes les... Mon pace. Tout le temps. Là. C'est comme mon pace. Ah là, il faut que j'aille plus vite pour réussir à aller à 4:30. Mais dans le fond, ton 4:30, c'est un résultat de plein de petites variables qui vont générer que tu vas réussir à courir à 4:30. Fait que t'es mieux de mettre tes entraînements sur ces variables-là, améliorer ces composantes-là, que de faire
3 fois semaine, il faut que j'améliore mon pace. À toi, il faut que tu sors courir. Puis pourquoi le focus devrait être plus moins sur le pace puis plus sur l'exemple que tu donnais avant, c'est que oui, dans les deux cas, peut-être que même si tu sors 3 fois semaine puis tu veux améliorer ton pace, tu vas faire ton marathon dans le temps que tu veux. C'est pas ça la question, mais c'est tu vas faire chier à atteindre ce résultat-là potentiellement. Fait que tu auras moins de plaisir dedans. Puis c'est aussi, si tu veux garder quelqu'un engagé sur le long terme, puis les objectifs deviennent tout le temps de plus en plus difficiles, comme quand je pense à un athlète de haut niveau, tu n'as pas le choix d'être dans la passion harmonieuse puis des objectifs de maîtrise parce que à un point, si tu focuses juste sur ton pace, tu pourras plus... T'as pas plus assez de grande marge pour aller chercher c'est ça, ce edge-là que tu as besoin pour être encore plus performant que tes adversaires. Mm-hmm. Ah, parce que c'est ça, le dire de l'épisode, c'était longévité. Fait que de mettre pace. It brings you so far. Ouais, c'est ça. Ça se peut que tu te rendes à faire ton marathon, tu le réussisses en 4:30, good for you, mais dans 10 ans, t'as arrêté de courir puis t'es écœuré de la course puis tu veux plus jamais en faire de ta vie. Versus l'autre qui est en mode processus. Ben, peut-être que le premier marathon, il l'a fait en autant de temps que toi. C'est juste que lui, 10 ans après, ben, il est encore là puis il a encore l'amour de ça. Parce c'est que ça, la flamme est encore là. Ouais. Puis on a des beaux exemples de ça dans le sport compétitif de haut niveau actuellement encore. Ouais, belle passe sa palette que tu me fais pour la question de ces grands-là. Tu sais, Tom Brady, Novak Djokovic, je pense que c'était marqué Rory McIlroy. Moi, je suis plus un gars de tennis, fait que Novak, 38 ans, en ce moment, c'est le Open d'Australie, Grand Chelem, puis il est là encore à faire des grands écarts, puis à battre du monde qui ont 20 ans, puis tu te dis, OK, il y a une partie de talent, je peux comprendre, il y a une partie génétique, I guess, mais comme pour que tu dures autant longtemps, il faut que tu aimes ça. Absolument. C'est impossible. Fait que c'est quoi les... Qu'est-ce qui fait en sorte que ces grands-là perdurent et performent encore à de si haut niveau à un âge? Au hockey, on pourrait penser à Sidney Crosby. Il est presque 40 ans, puis il va faire encore des... Comment... c'est quoi les ingrédients qui... C'est des bons exemples. Puis je pense le premier ingrédient, le premier ingrédient qui me vient, qui est très important dans le succès de tous ces gens-là, puis le point qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont vraiment ce désir-là de maîtriser leur art, de maîtriser leur sport. Puis ce désir de maîtriser leur art, c'est encore un objectif de maîtrise. Fait qu'ils sont déjà dans ce mindset-là de vouloir se développer, vouloir s'améliorer. Puis si, par exemple, Djokovic a encore ce désir-là, c'est que pour lui, il y a encore des compétences à maîtriser. Puis c'est ça qui est beau derrière n'importe quelle activité dans laquelle tu te passionnes, c'est que it's a never-ending thing. Il n'y a pas de moment de fin. C'est pas achieve. Il y a tout le temps quelque chose que tu peux unlock. Là, c'est des filles actuellement à Djokovic, puis qu'est-ce qu'il veut maîtriser, en fait, c'est comment, à son âge, il fait... Qu'est-ce qu'il doit faire pour être encore au top de son game, puis de compétitionner avec du monde qui ont 10, 15 ans de moins que lui. C'est ça le nouveau challenge que lui a envie de relever en ce moment, puis qu'il se creuse la tête avec toute son équipe pour relever. Et c'est ça qui nourrit son envie de s'engager jour après jour dans son sport, puis de faire les entraînements, puis de se dédier à son sport qui est dédié actuellement, autant dans sa nutrition, dans ses plans d'échauffement, d'entraînement, de récupération. C'est comme tu as dit, je pense que ça prend d'aimer ce que tu fais. C'est le plus important. Puis pour aimer ce que tu fais pour de longues années, ça prend d'avoir envie, jour après jour, de t'impliquer dans ça, puis que ça soit encore fun pour toi. Mm-hmm. Puis le fun, quand tu as des objectifs de maîtrise, découle justement de relever des nouveaux défis. Mm-hmm. C'est ça la dopamine que ces grands-là dans les sports vont chercher. Mm-hmm.
Puis ça, c'est une dopamine qui est saine. Ouais. Ouais. Fait que c'est intéressant. Fait que c'est comme si plus tu... Si là, c'est un athlète de haut niveau, là, c'est pas différent pour nous, là, mais c'est comme si tout ça, ça bouge. Dans le sens où, quand il avait 25 ans, ses objectifs de maîtrise, ben, c'était ça à ce moment-là, telle affaire qui est mon service, whatever. Mais là, plus il vieillit, c'est que les choses bougent. Là, ça devient à OK, mais là, à mon âge, comment faire X, Y, Z? Fait que c'est comme plus tu perdures dans un sport, oui, tu peux toujours t'améliorer, mais j'ai l'impression qu'il y a des facteurs externes, c'est l'âge, je sais pas comment Mhm. dire, ou la famille, whatever, qui viennent s'ajouter et que là, ça peut unlock des nouvelles affaires que tu dis, ah, ça, j'ai envie de travailler là-dessus. Dans ce contexte-là, comment je peux être comme ça? Tu sais? Fait que c'est comme, je le vois comment ça évolue dans le temps. Oui, les objectifs de maîtrise peuvent évoluer absolument dans le temps. Puis c'est que aussi, genre, ça se peut que Djokovic, à 22 ans, 23 ans, était en passion obsessive. Là. Mhm. Tu sais, ça se peut, là. Mais l'idée, c'est que tu peux pas faire une carrière longtemps dans le sport à un haut niveau de performance uniquement en passion obsessive. Il faut se rappeler qu'on a les deux types de passions à l'intérieur de nous, puis qu'il y a des choses de l'environnement ou de comment on set nos objectifs qui vont trigger une des deux passions. Mhm. Right? Puis comme je disais, les deux passions, ils amènent à un niveau, au même niveau de performance, mais ce qui fait la différence pour être là longtemps, c'est que tu dois absolument tomber plutôt que tard en passion harmonieuse. Parce que c'est la seule chose qui va te permettre de perdurer longtemps. Bien, une des choses qui vont te permettre de perdurer longtemps dans le sport. Parce qu'en passion obsessive, tu auras trop tendance à surcompenser, te surinvestir dans ton sport. Fait que tu vas te mener à des burn-out, à des blessures précoces dans ton sport qui vont mettre fin à ta carrière sportive. Fait que ça aussi, c'est très commun dans le sport de haut niveau. Mhm. Fait que tous les grands j'ai nommé Sidney Crosby, j'y avais pas pensé dans les notes, mais là, ça me pop. Ouais. Tu sais, qu'à 38 ans, t'as ces performances-là. Puis, tu sais, c'est tout le temps le premier quasiment sur la glace, puis tu sais, il écoute tout le temps du hockey. Fait que ça nous indique qu'il y a de l'harmonie dans sa passion. Sinon, est-ce qu'on pourrait dire que, mettons, sur un long timeline, là, mettons 20 ans, Mm-hmm. est-ce qu'on pourrait dire que si tu es en passion obsessive, tes performances, un moment donné, ils vont plafonner ou chuter si tu restes en obsessive? Versus si tu avais été mettons, en harmonie sur 20 ans? Ouais, ben oui, parce que c'est trop prenant. C'est trop prenant d'être en passion obsessive puis d'être dans ce mindset-là parce que chaque performance va être hey, phew, j'ai échappé belle, j'aurais pu être le plus gros des losers. Tu sais, c'est tellement prenant cognitivement, Ouais, en ouais, plus ouais. de physiquement, avoir cette pression-là, puis être consumé par ces pensées négatives, puis ces remises en question, puis ces doutes, puis tu sais, ce discours de dévalorisation qui se passe à l'intérieur de toi, que tu vas perdre le fun. Mhm. Puis c'est ça, finalement, qui pourrait aussi mettre fin à ta carrière. Mhm. C'est que tu dois faire la flamme, tu dois la protéger, tu dois l'entretenir, tu dois mettre des bûches Mhm. pour qu'elle continue à être belle puis comme à éclater. Mhm. Puis ça, mettons, comment faire ça, là, ce que tu nommes protéger le feu, même le faire grandir, Mhm. il y a se mettre des objectifs de maîtrise. Ouais, ça, c'est long terme. C'est ça. Je pense, à long terme, si tu veux protéger ton amour pour ton sport, je pense que long terme, c'est vraiment avoir des standards de réussite ou des objectifs de maîtrise. Ouais. Puis à court terme, c'est t'assurer de vivre des émotions positives dans ton day-to-day relié à ton sport. Fait que ça, c'est vraiment au niveau des entraînements, de l'équipe que tu as autour de toi. Si tu as une équipe, quand je parle à des athlètes, c'est OK, il y a où le fun dans les activités que je dois accomplir pour me développer en tant que personne. Mhm. Quelqu'un qui est seul, mettons, là, puis qui est un athlète amateur, là, OK. qui fait de la course encore, là. Objectif de maîtrise, fine,
Mais le côté fun, est-ce que c'est primordial de se dire, hey, faut toujours se garder des courses où il n'y a pas de pace, il n'y a rien. On fait juste pour l'amour de ça. Même chose au tennis, comme je peux-tu aller jouer avec Nick, puis juste qu'on va jouer pour le fun, mais en parallèle, j'ai mes tournois, puis j'ai mes pratiques avec mon coach, c'est de la pratique délibérée. Pour ceux que c'est comme c'est plus monsieur, madame, tout le monde, Ouais. c'est primordial là, d'avoir du fun Je comme pense, ouais, dédié à ça. Là. c'est très pertinent ce que tu mentionnes. Puis je pense que c'est un très, très, très bon élément de réponse. Dans la mesure que, comme on le disait au début, la pratique délibérée, tes entraînements sont très structurés, sont calculés, sont planifiés. Pas nécessairement toujours fun parce que tu dois te donner pour développer des compétences. C'est fun d'être dans l'apprentissage, mais c'est aussi demandant puis challengeant. Donc, je pense que se donner ces opportunités-là d'aller pratiquer ton sport avec des amis juste pour le fun, sans aucune attente de développement de compétences ou même de performance. C'est juste une façon de reconnecter avec ton sport puis de rappeler pourquoi tu aimes autant ça, ce sport-là. Fait que je pense que c'est très, très important et même crucial d'incorporer ça dans ses plans d'entraînement. Mm-hmm. Pas se mettre de commandes ou d'objectifs explicites autres que avoir du fun. Mm-hmm. Parce que là, tu as dit le mot commande. Guillaume, souvent, commande de processus, commande de résultat. Quand tu nommes sans commande, on dirait que pour moi, c'est très clair. C'est comme tu vas là pour the sake of it. C'est juste avoir du plaisir. Il n'y a pas de commande de processus qui serait objectif de maîtrise, mettons. Puis il n'y a pas de commande de résultat qui serait, un objectif un peu plus dichotomique. Fait que t'es vraiment libre. Là. Ouais, puis quand je parle de commande, c'est même au-delà de des commandes de résultats dichotomiques, il y a même cette commande d'être en mode responsabilité. Tu sais, c'est comme quand tu es quelqu'un de sérieux, puis même tu es dans des objectifs de maîtrise, quand tu es en développement, tu es en mode responsabilité. Tu sais. J'ai quelque chose à faire, puis ça peut être fun, mais fait que laisser pas être en mode responsabilité, oublier ses responsabilités, tu sais, de temps en temps, ça fait du bien, puis être vraiment en mode fun. Ouais. Ça me permet de parler de Alcaraz et Yannick Sinner, les deux numéro 1. Numéro 2, là, ils s'alternent. Là. Je voulais qu'on parle de ça parce que les deux sont très différents, puis sont assez jeunes. Right. Puis j'étais comme, ça pourrait être cool de comme juste se prêter au jeu, de faire comme, hey, dans 20 ans, là, est-ce que, avec ce qu'on sait des deux, est-ce qu'on serait capable de dire, il y en a un qui va durer un peu plus longtemps qu'un autre? Fait que ça serait ma première question. Après ça, j'ai une autre question, mais selon toi, là, on se prête au jeu. De ce que tu connais, je sais que tu as vu le documentaire de Carlos Alcaraz, Sinner, beaucoup plus droit, beaucoup plus peu d'extraversion, même quand il gagne un tournoi, c'est comment cool, that's it. Comme avec ce que tu vois, on ne sait pas tout, bien évidemment, mais quelle serait ton impression de qui va pouvoir perdurer et performer de meilleur en meilleur? Parce que si on se fait à ce qu'on disait, si tu restes trop obsessif longtemps, la performance à la longue, elle va t'affecter. Fait que moi, ce serait quoi ta prédiction? Là, on se prête au jeu. Hey, c'est une prédiction difficile à faire, puis ma réponse va être plate. Mais j'ai vraiment l'impression que les deux peuvent perdurer longtemps dans leur sport parce que de ce que je vois, puis je connais de eux, ce qui est limité, ils sont vraiment en amour avec leur sport, même à ce niveau-là auquel ils sont, prenant en considération toutes les pressions qui viennent avec être top 1, top 2, puis dominer le sport, sont vraiment dans cette démarche-là de se développer, de maîtriser leur art. Je pense où que ça va jouer, c'est plus dans la prédiction qui va rester le plus longtemps, c'est que ils ont deux personnalités, comme tu le disais, très différentes. Donc, tu peux pas les coacher de la même façon pour les faire perdurer dans le temps, à ce niveau-là. Puis, je pense que
c'est vraiment ça qui va être crucial dans ce qui va déterminer c'est qui va être là le plus longtemps. Ce que je vois de Alcaraz, c'est comme tu le disais, beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus d'intérêt autre que le tennis et aussi beaucoup plus d'extraversion. Ouais. Fait que lui, la composante fun doit vraiment être présente dans son sport puis dans ses entraînements parce que sinon, s'il n'y a pas assez de fun, il va finir à faire le party à Ibiza. Là. Ouais, Il va devoir compenser puis aller chercher le fun ailleurs. Ouais. Fait que ça, c'est un des dangers ou pièges que je vois avec la personnalité d'Alcaraz. C'est que si le fun ne se retrouve pas dans son sport, il va aller chercher ailleurs, ce qui peut venir affecter sa performance sportive. Puis je pense que c'est quelque chose sur lequel il a été très vocal dans sa mini-série sur Netflix, que c'est un des éléments centraux pour qu'il continue à jouer au tennis. Puis, qu'est-ce qui m'a aussi frappé dans le documentaire, c'est que j'ai l'impression que son équipe de coach, ils n'ont pas nécessairement la même vision que lui de qu'est-ce que ça prendrait. Puis, ils voient son besoin d'avoir du fun comme c'est ça, qui est moins sérieux, qui ne prend pas son sport assez sérieusement. Puis c'est là quand il y a ce clash-là de vision entre son équipe d'entraîneurs et lui que je pense que ça peut causer des problèmes. On a vu que je pense qu'il a changé de coach. Il n'est plus avec Ferrero, hein, depuis exact. cet été. Ouais. Je ne peux pas me positionner sur qu'est-ce qui expliquerait ça, mais je pense que, justement, s'il y a une équipe qui est trop rigide ou comme old school dans la mentalité de « Hey, genre, c'est ça que ça prend pour que tu sois successful, do as we say », je pense que ça va vraiment tuer son envie puis son amour. Puis il y a une personnalité assez extravertie pour pas se rebeller, mais comme, tu sais, dire ce qu'il pense puis faire à sa tête. Puis en fait, c'est que faire à sa tête, il a quand même raison. De ce que j'ai vu dans sa docu-série, j'y donne raison sur l'importance de garder l'amour dans son sport. Fait que ça, c'est pour Alcaraz. Pour Sinner, personnalité beaucoup plus introvertie, beaucoup plus consciencieuse que Alcaraz. Donc, je pense une approche plus sérieuse envers son sport. Ça y prend peut-être moins de fun que Alcaraz dans son day-to-day puis ses entraînements pour garder le plaisir de ce qu'il fait. Fait que lui, son danger, je pense, ça va pas être justement de garder son amour pour le sport parce que je pense que ça, c'est facile pour lui. Puis parce qu'il y a moins d'ouverture qu'Alcaraz, il y a moins de champ d'intérêt aussi qu'il a envie d'aller exploiter à l'extérieur du tennis. Fait que sa dédication envers son sport est beaucoup plus facile de tenir son attention orientée dans son sport. Fait que lui, c'est plus le profil, je dirais, classique de high achiever, high performer qu'on connaît. Ouais. Puis est-ce que... Parce que tu l'as bien dit, mettons, tu sais, Carlos, il faut qu'il y ait du fun. Faut qu'il y ait du fun, même pendant les games. Ouais. Il va faire des coups, là, il va avoir un gros échange. Même pendant une performance, il est capable de finir l'échange, de regarder l'adversaire, trouver ça drôle. Tu sais, il a besoin de fun. Versus Sinner, pas mal plus dans ses affaires. Tu te dis, moins d'ouverture, moins de champ d'intérêt. Moi, je me rappelle que passion obsessive, ça peut devenir ça quand il n'y a rien autour. Mm-hmm. Et là, c'est juste là où les besoins de base dans notre vie sont maximisés. Est-ce que ça peut être un piège pour Sinner qui a tellement... on ne le connaît pas, là, mais ses intérêts sont limités, donc est-ce qu'il pourrait y avoir une tendance à faire attention de peut-être qu'il pourrait tomber dans obsessif versus Carlos, comme il y a plus d'intérêt puis tout,
il est un peu plus nourri à l'extérieur. Mhm. Je pense que c'est une bonne question. La question se pose. Ce que j'ai envie de dire, c'est que, premièrement, quand tu regardes justement les traits de personnalité, quand tu as une forte conscienciosité, une conscienciosité élevée puis une ouverture plus faible, tu as des champs d'intérêt, mais beaucoup. C'est fewer, genre c'est moins de champs d'intérêt, mais les champs d'intérêt que tu y vas à fond, genre deep dedans. Fait que, de par la configuration de sa personnalité, qu'il soit en passion harmonieuse ou obsessive, c'est un gars qui est intéressé par moins de choses, où il y a moins cette curiosité de touche à tout puis de connaître sur tout. Donc oui, une personnalité comme ça peut être plus propice à la passion obsessive. En revanche, ce que j'ai envie de dire avec Sinner, c'est que je pense qu'il est conscient de la game qu'il joue puis de ses objectifs. Puis que je sais qu'il s'est déjà blessé par le passé, puis qu'il a été très à l'écoute de son corps, puis c'est quand le bon moment de revenir à la game. Puis j'ai pas senti pressé de retourner au jeu rapidement. Donc, ça me laisse croire qu'il n'est pas en passion obsessive de par la nature des objectifs qui se fixent, qui sont plus des objectifs de maîtrise, puis de par justement le fait qu'il connaît la game, puis qu'est-ce que ça prend, puis il veut tellement, j'ai l'impression que c'est un de ses objectifs pour les deux, c'est de rester là longtemps. Mm-hmm. Fait qu'il est conscient de ça, ce qui le protège plus d'avoir une passion obsessive, mais clairement, quelqu'un qui a la personnalité à Sinner, puis qui n'est pas conscient de la différence entre la passion harmonieuse et la passion obsessive, va naturellement plus aller dans de la passion obsessive. Intéressant. C'est ce que on dirait, je voyais le piège pour Sinner, mais moi, je le trouve très en objectif de maîtrise. Ouais. Comme Alcaraz aussi, mais ce qui ressort, c'est le côté jeu, le côté fun, il faut que ça soit là. Sinner, ça semble être, il finit un match, je me rappelle, je pense que c'était à Cincinnati, il finit un match, il a gagné. Il vient de finir son entrevue sur le terrain, puis il dit à ses coachs, réservez un terrain, je vais aller pratiquer mes services. Comme direct, là, il est comme 10 heures le soir, il vient de finir un match, il s'en va pratiquer ses services parce que ça n'avait pas si bien été que ça. Là, il s'en pratique délibéré direct après. Fait que... Ça, lui, le plaisir, sa dopamine est très reliée à se développer, acquérir des nouvelles compétences. Ouais. Le fine-tuning qu'il a besoin de faire, c'est vraiment là que sa dopamine qui va chercher son plus gros buzz. Pour Alcaraz, je pense que c'est pas assez ce buzz-là de hey, j'ai développé quelque chose de nouveau, des nouveaux services. Là. Il a tout retravaillé son service qui se rapproche du service de Djokovic. Fait qu'il y a aussi dans ça. Puis il va chercher de la dopamine dans ça, mais son high, il n'est pas aussi high que quelqu'un avec une personnalité comme Sinner. Fait que ça y prend aussi justement plus des éléments de fun autour, plus d'extraversion. Fait que ça va prendre d'être bien entouré, d'avoir ses amis, sa famille qui est beaucoup aussi plus impliquée et présente dans sa vie, j'ai l'impression. Ouais, c'est pas intéressant. Parce que tu le vois, mettons Carlos, lui, pour avoir du fun, il aime ça faire des coups spectaculaires. Ouais. Il aime ça, là, les coups là, de la semaine un peu. Là. Il adore ça. Mais la foule, tu sais, la réaction de la foule, l'énergie. Il aime ça, là. Ouais. Il build on this pendant ses games. Fait qu'il l'utilise à son avantage quand il peut. Ouais. Ah, c'est intéressant de voir justement les différents profils de personnalité. Puis les gens qui écoutent peuvent ramener ça à eux, justement, avec leur propre personnalité. Puis voir comment la dopamine, on va la chercher. Je trouve ça super intéressant de voir, hey, Sinner, lui, il va la chercher dans sa maîtrise quand il sent qu'il a amélioré ça. Que la foule a crié, lui, c'est moins là, des coups spectaculaires, moins là. Carlos, ça, oui, lui, ça y parle. Fait que je trouve ça intéressant de voir comment ta personnalité est faite va teinter un peu comment tu dois te piloter dans ton sport pour protéger ta longévité. T'sais.
Wow. Mhm. Drop the mic. Drop the Cette, mic. cette On phrase-là... arrête. Ferme tout. Ferme les cams. Non, absolument. Cette phrase-là, je pense que tu l'as vraiment, vraiment bien dit. Puis on ne pourra jamais le redire assez que tu dois connaître comment tu fonctionnes, savoir la machine que tu es, puis comment la piloter pour justement t'aligner vers le bon type de passion pour toi. Parce qu'il y a du monde, comme avec la personnalité assineux, que leur tendance à être allée en passion obsessive très, très rapidement. Mhm. Mm. On pourrait faire un épisode complet là-dessus. Fait que je vais revenir à protéger à long terme. Puis j'avais envie qu'on parle des chiffres. Les fameux chiffres. Là. Tu l'as dit un peu au début de l'épisode, de comme il n'y a pas de problème à ce qu'on vise un temps, donc un chiffre. Par contre, faut que tu décortiques ton chiffre en processus puis en comportement. Fait que tu as déjà répondu à l'élément de question, est-ce correct viser des chiffres, etc. Mais j'imagine que ça peut tomber plus néfaste que bénéfique là, de focaliser beaucoup sur les chiffres. Mm-hmm. Mm-hmm. Absolument. Je pense que faut se rappeler que quand tu te fixes des objectifs en termes de chiffres, il y aura tout le temps une pression derrière ça. Une pression externe, extrinsèque, peu importe comment vous voulez le dire. Puis que même si tu as des objectifs de maîtrise ou des objectifs dichotomiques, la pression va être là. Puis ça, on le voit en contexte de performance. C'est là que ça se traduit comment la pression des chiffres va se refléter quand tu as une bonne relation avec les chiffres dans ton day-to-day, dans tes entraînements. Il faut aussi être capable de dealer avec la pression des chiffres quand tu es en mode performance puis que tout se joue dans cette fenêtre de temps précise parce que tu vas tomber justement dans le mindset de performance. Puis même si tu es dans ce mindset de performance-là, tu te dis, mon but, c'est vraiment de mettre en application tout ce que j'ai développé so far. Puis si je mets en application tout ce que j'ai développé so far, je vais être à la good enough pour me démarquer puis gagner le trophée ou gagner les prix. Mm-hmm. Fait que ça, c'est une première composante. Mais this is not enough en contexte de performance parce que c'est clair que la pression des chiffres puis un titre ou un trophée qui est si proche, mettons, je pense à la finale d'un grand chelem, tu vas le voir à la fin des matchs quand un des joueurs il se rapproche plus de la victoire, qui commence à faire plus d'erreurs. Ouais. C'est un classique. C'est que cette pression-là externe est tellement élevée que ça rigidifie son jeu, en fait. Puis que ça finit par le nuire, puis là, ça prend plusieurs essais avant de achieve l'exploit, disons. Fait que quand t'es en entraînement, je dirais pas de pression des chiffres, mais aussi il faut être capable de tolérer puis de vivre avec cette pression si on est des athlètes de haut niveau. Mm-hmm. Monsieur, madame, tout le monde, sport amateur, je pense qu'on peut juste vraiment rester sur cette branche-là de on est en objectif de maîtrise. Même si on a des objectifs de temps, on va être capable des achieve parce que c'est des objectifs qu'au final, on veut qu'ils restent réalistes. Mm-hmm. Je sais pas si ça répond à ta question. Non, ouais, 100%. 100%. Puis, mettons là, des chiffres un peu qui sont moins liés à... Parce que, tu sais, là, on parle de sport, performance et tout. Mettons des chiffres comme son nombre de steps, ce qu'on mange dans une journée, Ouais. notre nombre de protéines, poids. son poids. Tout le kit, c'est moins lié à, tu sais, à une performance dans un sport, à ma passion. Comme, what's up avec ces chiffres-là qui peuvent quand même être utiles, mais qui peuvent aussi venir rigidifier. Fait que Right. ça serait quoi, toi, tout le bagage que tu as, toutes tes connaissances que tu as, ta vision face à ce type de chiffre-là, puis comment qu'on devrait approcher ça? Mm-hmm.
Je pense que pour que ton rapport aux chiffres reste sain, c'est que ça doit servir un purpose qui est plus grand. Faut pas, ou je déconseille de calculer le nombre de calories que tu manges pour une journée ou le nombre de protéines que tu manges dans une journée ou la qualité de ton sommeil ou peu importe, just for the sake of doing it. Pour moi, c'est meaningless. Tu vas trop tomber en... Ben, si tu le fais pas correctement ou tu n'achieves pas ton target, ben, que t'es pas bon. C'est trop facile de tomber dans ce discours dévalorisant envers soi. Donc, comment j'aime voir les chiffres, c'est que c'est une information, c'est un feedback que tu reçois. Puis ce feedback-là, tu dois l'utiliser pour un purpose qui est plus grand. Pourquoi c'est important de manger cet apport-là de protéines par jour? C'est parce que pour la quantité d'entraînement ou la charge d'entraînement que tu fais, tu as besoin de ça pour durer, puis performer, puis rester en santé, puis atteindre tes objectifs. Mm-hmm. Fait que je vois vraiment comme... C'est ça. Comme si ça te sert pour un purpose plus grand, tu peux l'utiliser comme information, mais se fixer des objectifs en termes de chiffres, juste pour dire que tu te fixes des objectifs, puis c'est des bonnes pratiques, puis ça ne fait pas partie d'un objectif plus grand, ça ne fait pas partie de ton identité, ou tu sais, c'est trop facile de tomber dans tous ces pièges-là au niveau de la motivation, de comment tu te fixes tes objectifs, que ça va juste finir par te nuire. Mm-hmm. Plus qu'autre chose, ouais. Fait que c'est de le relier à qu'est-ce qui fait en sorte que je track ça, mettons, puis quelle information ça me donne pour ce but-là. Mm-hmm. J'imagine que la nature du but Va impacter. va impacter après ça comment je l'interprète. Si c'est un but très interne, très intrinsèque, whatever, j'imagine que ça va donner plus de chance à ce que ça soit moins rigide. Versus si l'objectif est plus externe, ben là, j'ai l'impression que les chiffres vont tendre à être plus rigides. Puis... Absolument, absolument. Il y a aussi cette composante, comme tu dis, de c'est quoi la nature, qui se cache, les motivations qui se cachent derrière ton but, qui va teinter comment tu vas interpréter ces chiffres et comment tu vas les vivre, si tu atteins les chiffres ou pas. Mm-hmm. Y a-tu des contextes où tu serais comme, hey, tu serais mieux, mettons, une montre ou tracker de sommeil ou tracker ses calories? Ou... Y a-tu un moment où que les gens qui écoutent pourraient faire comme, dans un contexte de même, je suis peut-être mieux de me calmer et d'arrêter de mettre un accent là-dessus? Y a-tu des cues un peu de comme, ça, c'est moins bon signe. C'est moins bon signe. Bonne question. Je pense, pour un premier cue qui me vient en tête, c'est, par exemple, en lien avec une montre pour mesurer ton pace puis whatever. Quand tu vois que ton fun diminue dans ce que tu fais ou dans ce que tu tracks, ou que tu vois que tu deviens de plus en plus obsessif à regarder tes stats, je pense que ça, c'est 2 bons indicateurs de « Hey, ça serait bon de prendre une pause » ou juste de comme aller faire un entraînement sans ta montre puis sans monitorer ton pace, le temps que tu fais, puis juste retourner dans le fun pour te rappeler c'est quoi, puis te regrounder dans ça. Mm-hmm. Puis c'est ça, quand tu tombes trop obsessif par les chiffres, même affaire, je pense que prendre un step back puis un peu laisser tomber ça, mettre moins de pression sur les chiffres, ça va aider. Et aussi te rappeler pourquoi tu tracks ça au final. Mm-hmm. Puis pourquoi pourquoi tracker ça est aussi important, puis tu le relis à quel objectif de vie. Ouais. Super bon. Je pense, comme je disais avant, on est dans une transition un peu de moins tracker. Puis moi, c'était surtout, mettons, nourriture. Quand j'ai commencé dans le domaine, ben, je trackais rien. J'étais juste passionné par
la nutrition, puis comprendre qu'est-ce qui est plus santé, quel impact ça a. Mhm. Puis après ça, j'ai senti que je me suis fait prendre un peu dans le tordeur du fitness, puis du physique, etc. Là, tu te mets à tout tracker, tout peser. Puis te nommer, ça, comme quand tu perds du fun ou il n'y a juste plus de fun, ben, on dirait que j'étais comme, c'est exactement là où j'étais. Je m'en foutais maintenant de la nutrition. J'avais plus envie d'apprendre là-dessus. C'était juste comme, je Mhm. le voyais comme un in, puis that's it. Puis là, d'avoir arrêté, on dirait que je suis comme, je me ressens un peu plus moi. Je me retrouve un peu plus de comme, ouais, là, c'est intéressant, l'alimentation. Je Tu, retrouve l'amour que j'avais pour ce ouais, tu sujet-là. reconnectes. Je Ouais. reconnais qu'avec, c'est un super bon mot, ouais, que j'avais complètement perdu parce que, ben, la nature du but, plus physique, puis là, les chiffres, puis là, tu te perds là-dedans, fait que, ouais. Mm. Ben, c'est un bon. Je suis contente que tu partages un peu ton expérience, puis qu'en fait, tu, tu l'as mis en application de hey, arrêter intuitivement d'arrêter de checker tes affaires, puis que finalement, ça a donné le outcome qu'on cherche quand t'es trop dans les chiffres, puis trop focusé sur tes stats, que tu perds l'amour, mais que quand tu laisses ça plus de côté, ben, c'est plus facile de retrouver puis de reconnecter à ta passion puis de ton champ d'intérêt, en fait. Mhm. Est-ce que tu peux être passionné, je sais pas si ça se dit, là, mais passionné par une valeur? Ce que je veux dire, pour moi, la santé, c'est de quoi de vraiment important. Puis tout ce qui tourne autour de ça, ben moi, j'aime ça. Le sommeil, la digestion, tout le kit, le rythme circadien. En ayant tracké tout ça, en ayant mis un focus démesuré sur le physique, etc., fait en sorte que j'ai comme perdu cette connexion-là avec la santé. Et là, justement, d'arrêter tous les maudits tracking me refait reconnecter avec cette passion-là pour cette valeur-là. Est-ce que Mhm. c'est quoi qui existe? Ouais, tu peux être passionné pour une valeur, absolument. Puis tu le vois, là, c'est peut-être au début, mais tu sais, il y a du monde là, qui sont vraiment passionnés par la valeur de l'environnement, l'importance de l'environnement, puis ils, ils peuvent devenir obsessifs avec ça, aller dans des manifestations. Tu sais, tout le Mhm. temps aussi, quand tu vois que tu tombes dans comme dire aux autres quoi faire par rapport à cette valeur-là, c'est là que ça peut être comme obsessif un peu. Mhm. Mais ouais, tu peux être passionné par comme une activité sportive, artistique, ton travail, tu peux être passionné par une personne, comme on le mentionnait au dernier podcast, c'est le rôle de parent ou ton partenaire ou ta relation romantique. Fait qu'une valeur, ça rentre dans ça Mhm. également, ouais. Ouais. Très intéressant. On serait rendu aux questions du public. Ça fait combien de temps qu'on roule, là, Nick? Oh yes! Wow! Ouais, c'était parfait. Je vais rouvrir mon ordi parce que là, elle a fermé. Fait que... OK, question du public. Première question de Virginie qui te dit, je vais te partager, là, tellement heureuse d'entendre que tu la reçois à nouveau. J'ai réécouté l'épisode avec Andrea 3 fois déjà. Wow! Fait qu'elle a beaucoup de questions. Elle dit, comment faire la différence entre une discipline saine versus une rigidité dans l'entraînement et le sport? Par exemple, après une période de perte de gras, je suis maintenant en prise de masse, mais j'ai beaucoup de difficultés à justifier de ne pas faire certains comportements, comme de manquer un seul entraînement dans un mois, de descendre sous mes 10 000 pas une seule journée ou de dévier de mon plan alimentaire pour une occasion. Je vais toujours chercher le meilleur choix, protéines, calories. Déjà, tu le vois dans comment elle formule son texte, que est dans que est dans cette approche plus dichotomique. Elle parle de meilleur choix. Tu sais, Ah ouais. t'as le bon choix ou un mauvais choix, Mhm. right? Fait que ça, c'est un premier élément que je dirais, c'est que good enough, c'est une option plus intéressante à aller qui va faire que tu auras une discipline plus saine et flexible qu'une discipline rigide. Mhm. Encore une fois, ça revient avec ces standards-là dichotomiques, bon, mauvais. Le deuxième élément, c'est aussi dans cet aspect de discipline flexible, c'est que oui,
il peut y avoir un plan d'entraînement avec un certain nombre d'entraînements qu'il faut faire par semaine, mais que tu peux aussi tweaker dans ton plan d'entraînement puis le rendre plus adapté puis réaliste à ta situation. Puis que t'es pas. Si tu n'as pas envie de t'entraîner ce soir-là ou tu te sens mal de manquer ton entraînement, Ouais. ben que, hey, il y a peut-être une autre plage horaire dans ta semaine où tu pourrais déplacer l'entraînement sans te sentir coupable de ne pas y aller ou même juste de show up puis faire mm, un entraînement qui te fait plaisir. Mhm. C'est pas nécessairement stick aux exercices qui te sont requis de faire dans cet entraînement-là, mais est-ce que tu peux juste show up puis faire quelque chose que tu sais que ça va te faire du bien, ça va faire bouger ton corps puis tu vas te sentir bien après? Mhm. Puis pas garder cette rigidité dans comme suivre son plan d'entraînement puis tracker son apport. Mhm. Tu sais, se donner cette marge de manœuvre-là puis pour se permettre d'être bien à travers tout ça. Mhm. C'est ce que j'ai envie de te dire à Virginie. Ouais. Fait que le côté dichotomique, tu sais, là, tu nommais le meilleur choix, mais il s'applique, j'ai l'impression, tu me diras, dans, mettons, j'ai de la difficulté à descendre sous les 10 000. Mhm. Sous les 10 000, ton critère est là. J'étais à 9 000, j'ai pas atteint le critère. Tu sais, Ouais. c'est black and white. Les entraînements, mettons que j'en ai 4 par semaine, 4 fois 16. Là, mon critère, c'est 16. J'étais à 15, j'ai pas. Fait que est-ce que la dichotomie est là aussi dans ces autres composantes-là? Je pense que, ouais, on peut le voir de même. J'avais une idée, mais elle m'a échappé. Mais, ouais, je pense que le plus important, comme dès que tu laisses tomber cette vision dichotomique, puis tu vas plus vers une vision de continuité ou de continuum, ça va faciliter toute ta relation avec le sport puis tes objectifs. Puis ça va flexibiliser, en fait, ça, puis que ce soit dans les entraînements, dans ce que tu dois manger, dans tes objectifs. Mhm. OK. Fait que dans son cas, ce serait vraiment plus de y aller de façon un continuum un peu là, dans le sens comme à place bon mauvais de comme ben, c'est sûr que sur le continuum, tu sais, c'est comme il y a ces choix-là, il y a ces choix-là, mais il y a des choses entre les deux, tu sais. Ouais, puis c'est que sur ce continuum-là, il y a cette proposition-là qui serait la meilleure en théorie de qu'est-ce que tu devrais faire dans tes entraînements puis le combien d'entraînements que tu fais, mais aussi ben, la réalité que ça, c'est the best of. Tu sais, c'est la meilleure option que tu pourrais faire, mais de savoir qu'il y a une marge de manœuvre dans ce plan-là, puis que tu peux tweaker certaines affaires, puis tu vas quand même atteindre tes objectifs au Mhm. final, puis que tu ne dois pas suivre cette procédure-là très rigide qui t'a été imprimée. Je ne sais pas d'où qu'elle vient son plan ou sa procédure, mais que cette flexibilité dans cette procédure aussi, puis une certaine marge de manœuvre qui va te permettre d'arriver au même outcome at the end of the day. Mhm. Ah. Première question. Amène une deuxième pour toi. J'ai aussi du mal à prendre une pause de mes sports en cas de blessure. Hmm. Parce que j'ai l'impression de perdre une grande source de plaisir et d'identité. Quels sont les signes qu'on bascule de bons comportements vers quelque chose de plus rigide et comment naviguer cette frustration de devoir ralentir ou de prendre une pause sans contaminer notre relation au sport tout en respectant notre corps? Ça, c'est une bonne question. C'est une question difficile parce que c'est vrai que quand le sport fait partie de ton identité, il y a quand même un deuil à faire quand tu es en période de blessure et que tu peux pas t'investir dans ce que tu aimes. Encore une fois, c'est d'être créatif par rapport à ça, puis voir est-ce que il y a d'autres façons que tu peux t'investir dans ton sport qui permettraient aussi de récupérer en même temps. Là, j'ai pas d'exemple concret, là, j'ai juste un joueur de tennis, je pense qu'il s'appelle Ruud. Ouais, Casper Ruud. Ouais, Casper Ruud, qu'il a été blessé, Ouais, tendon d'Achille. tendon d'Achille, puis ça l'a vraiment ben, mis en envers toute sa dernière saison, puis je pense même là encore, il n'est pas prêt nécessairement à revenir. Mais que même dans ton sport,
tu peux continuer à développer certaines compétences même quand tu es blessé. Tu sais, je pense au cas de cet athlète de tennis-là, où son talon d'Achille qui a déchiré, ben, il peut travailler plus sur son haut du corps. Tu sais, fait que voir cet aspect-là, puis premièrement, puis deuxièmement, c'est ben, maintenant que tu as plus de temps parce que tu es en période de récupération, y a-tu d'autres choses dans ta vie que tu as peut-être plus mis de côté pendant que tu t'entraînes, pendant que tu avais des entraînements intensifs, que tu as de la place dans ton horaire actuellement, puis dans lequel tu peux investir du temps? Ça, c'est aussi une autre option pour aller reconnecter avec d'autres parties de ton identité que tu n'as pas nécessairement autant connecté avec pendant que tu t'entraînais puis que tu n'étais pas blessé. Mhm. C'est ça que je dirais. Mhm. Fait que reconnecter, là, ça. Mot du jour. Ouais, reconnecter, c'est beaucoup ça. Là. Ouais. Quand on dit perdre l'amour du sport, c'est de perdre cette connexion-là, dans le fond, qu'on Ouais. avait avec. C'est comme une relation un peu là, entre toi et Oui, l'activité. absolument. C'est comme si on perd cette espèce de connexion, proximité-là, puis c'est comme. Mais on peut se reconnecter si on enlève ce qui a tout contaminé le truc. Là. Exact, exact. Puis c'est être intentionnel justement par quels sont ces contaminants-là, comment on peut les éliminer le plus possible de l'environnement qu'on met en place pour euh, ben, entretenir cette relation avec son activité. Mm-hmm. Puis ça, c'est vrai pour toutes les autres activités qui se passent dans notre vie parce que là, par exemple, là, mon travail prend une plus grande partie de ma vie, fait que j'ai peut-être moins de temps. En ce moment, j'ai moins de temps pour m'entraîner. Mais tu sais, ça fluctue, ça. Fait que c'est là que je dis que ça, c'est aussi un bon terrain de jeu ou une belle ouverture, même si c'est malheureux d'être blessé ou quoi que ce soit, mais une belle ouverture pour reconnecter avec d'autres activités ou que tu as entretenu des relations plus distantes pendant que tu étais focusé plus principalement sur ton sport. Mm-hmm. Très intéressant. Prochaine question de Catherine. J'ai adoré cet épisode de podcast avec Andrea. Je le partage souvent à des amis suite à des discussions sur cette pression que l'on peut s'imposer. Ah, c'est gentil. Ces questions. Comment peut-on intégrer du jeu de façon concrète dans nos passions qui nécessitent une structure? Ben encore une fois, je pense que l'élément créativité est important. Puis que c'est pas nécessairement tout le temps straightforward de comment on peut mettre du plaisir quand il faut suivre quelque chose qui est structuré. C'est difficile, là, sans prendre d'exemples concrets, de donner des exemples. Mais je pense c'est de se rappeler aussi ou de garder en tête que faire les choses différemment que ce qu'on fait à l'habitude peut aussi être des bonnes façons de faire. Fait que je pense à un exemple, je sais qu'il y avait en tout cas une équipe de basket avec qui on a travaillé dans le contexte d'un projet que eux, pour ramener le fun, puis que, en fait, un des éléments, c'est que l'entraînement était souvent négligé par les athlètes. Puis qu'une des façons de rendre ça plus fun, c'est qu'ils ont commencé à jouer au ballon chasseur comme entraînement. Fait que pour moi, ça, c'est un bon exemple pour répondre à ça de comment réintégrer le jeu, même si tu as une structure. La structure, c'est que, hey, tu dois t'échauffer avant de t'entraîner, mais ton échauffement n'a pas besoin d'être un copy-paste à tous les jours ou toutes les fois que tu t'entraînes de la même séquence. Puis que tu peux, il y a cette flexibilité dans les exercices que tu peux aller faire pour garder ça fun. Mm-hmm. Ouais. Puis s'il y a d'autres éléments de comme, hey, on peut-tu mettre de la musique, on peut-tu. Tu sais, créer. C'est quoi l'ambiance, l'atmosphère? C'est comme, OK, oui, la destination, par exemple, c'est se rendre à Québec, mais la ride pour se rendre à Québec, tu peux vraiment la personnaliser puis faire en sorte que ça soit fun avec la musique, le choix de musique qu'on met, les personnes dans l'auto avec qui tu descends à Québec. Tu sais. Fait que c'est garder ça en tête quand je parle de créativité. Mm-hmm. Ouais. Moi,
comment je le vois, mettons, pour tout ce qui est plus, mettons, soit gym ou vélo, whatever. Pour moi, comment intégrer le jeu de façon concrète, j'aurais tendance à dire, c'est d'aller courir, pas de monde, d'aller faire du bike, pas de Mhm. monde, d'aller. Tu sais, parce que c'est comme si c'était vraiment une passion. T'es pas passionné par ton chiffre, là. Ouais, T'es passionné par l'activité. absolument. Ben, tu sais, Vas-y. vas-y, puis fais-la, Vas-y. fais le nombre de kilomètres que tu veux, va à la vitesse que tu veux, pense pas à ça, pense à juste la créativité de ta ride de bike, mettons. Là. Fait que, c'est que moi, je le vois beaucoup de même, de juste, si c'était vraiment une passion, ben, on n'a pas besoin des chiffres nécessairement, tu sais, c'est pas les chiffres qui nous passionnent. Ouais. Versus, si ce qui nous passionne, c'est le fait de voir qu'on a des bons résultats, est-ce qu'on peut dire vraiment qu'on est passionné par l'activité ou on est plus en. Ouais. C'est ça. Je pense que quand on parlait de comme par quoi tu peux être passionné, je pense pas qu'on peut dire que tu peux avoir une passion pour des résultats. Ouais. Tout le monde aime ça, avoir Ouais, des bons résultats, tu sais. Mais j'imagine que c'est une tangente externe. exact. Comme on n'a pas de contrôle sur Mhm. ça. Ouais. Deuxième question. Ouais, ça ressemble. Comment garder une certaine structure nécessaire dans certains sports, dans l'alimentation, si on est en perte de gras ou prise de masse, tout en maintenant une partie de jeu plaisir. Fait que, mettons, dans son cas, c'est comme, tu sais, l'alimentation, track ses trucs, comme comment garder une structure, mais en gardant du fun, mettons, dans une tangente comme ça. Mettons qu'on parle d'alimentation parce qu'il y a une shitload de monde qui vont se reconnaître. Là. OK. Fait que, comment tu dirais ça, comme garder le côté plaisir, puis pas tomber dans l'obsession, tu sais, d'être obsédé quand on a une certaine structure avec l'alimentation? Avec l'alimentation, mais je pense que ça peut être dans dans le choix des repas que tu cuisines. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être brocoli, riz blanc, poulet qui goûte rien pour être santé. Mhm. Fait que, hey, as-tu des recettes qui t'intéressent? As-tu des mets que tu préfères cuisiner? Tu préfères apprêter du poisson, des viandes? Comme, y a-tu quelque chose? As-tu une marge? Ben là, si t'es quelqu'un qui aime cuisiner puis pour qui l'alimentation, c'est important, je vois qu'il y a un gros terrain de jeu au niveau de justement ce que tu peux cuisiner, les recettes, comment tu peux t'investir. Puis, fait qu'il y aurait ça. Puis, répétons la question. Comment garder une certaine structure nécessaire, par exemple dans certains sports, dans l'alimentation, si on en perd de gras, tout en maintenant une partie du jeu, slash plaisir. Ben, je pense que si on reprend l'alimentation, c'est se rappeler de, OK, pourquoi tu manges? Il y a une composante qui est très fonctionnelle. Tu as besoin de fuel pour ton corps. Puis il peut y avoir une composante plaisir aussi euh, qui est à maîtriser. Mais le plus important, je pense, c'est comme éliminer le sentiment de culpabilité en lien avec certains aliments. Je pense que ça, c'est une grande composante dans l'alimentation. Puis je sais pas si tu as des tips and tricks, parce que j'ai l'impression que tu œuvres plus dans ça en faisant des plans d'entraînement Mhm. que moi. Mais moi, c'est ça qui me vient en tête. C'est vraiment éliminer la culpabilité associée à certains aliments que les personnes peuvent avoir. Mhm. Moi, j'aurais tendance à revenir un peu comme tantôt on parlait, mais c'est quoi le but de tracker ça? Mhm. Pourquoi qu'on veut faire ça, dans le fond? Pour perdre du gras. On est obligé de tracker nos affaires pour perdre du gras? J'ai pas vu Ouais. d'études qui démontrent pour perdre du gras, on doit tracker nos affaires. C'est obligé, c'est comme ça. On va être plus précis, oui. Mais est-ce qu'on est obligé de le faire pour faire ça? Fait que moi, j'aurais tendance à aller comme quelles sont nos raisons, c'est quoi les Mhm. motivations, c'est quoi les moteurs derrière le fait qu'on veut tracker, comme si on veut bien manger pour être en santé, encore là. Intuitivement, tu vas faire des choix alignés avec justement cette valeur-là ou cette notion de bien vouloir manger. Ouais. Mhm. Ouais. Puis un élément qui me vient, c'est que quand on parle de structure, tu sais, on parle de crowd, ça peut rapidement tomber dans la rigidité. Mhm. Après, c'est aussi revisiter les objectifs qu'on se fixe en termes de temps, puis qu'est-ce qu'on veut achieve dans ce temps-là, parce que ça peut créer beaucoup de pression et de rigidité
dans nos comportements et venir teinter négativement notre relation à ce qu'on essaye d'atteindre. Fait que des fois, c'est juste se rappeler comme, hey, ouais, je veux perdre du gras en X nombre de semaines, mais c'est se dire comme, OK, mais cet échéancier, est-ce qu'il peut être flexible si je me donne 1 ou 2 semaines de plus pour atteindre ce même objectif? Mhm. Est-ce que je peux me le permettre? Puis la majorité du temps, c'est oui, parce qu'on s'impose nos propres échéanciers. Fait que c'est aussi flexibiliser nos échéanciers dans notre structure. Je pense que ça peut rendre ça plus fun et avoir moins de pression. Moins de pression vient souvent avec plus de fun habituellement. Ouais. Ouais. J'ai l'impression que le problème dans notre domaine, mettons, là, Mhm. c'est qu'il y a beaucoup, tu sais, le monde des compétitions, là, faire Ouais. bodybuilding, whatever, ça a beaucoup pris une place dans comment on fait les excluant nous autres, là. Maintenant, mettons, avant, on était de même, là, mais ça a beaucoup pris une place, je trouve, dans la manière dont les coachs font les choses. Ouais. En mode, Ouais. tu track, tu pèses, faut tout track. Si, tu sais, Nick, il a fait une compétition il y a 1 an, ben c'est sûr que s'il veut être prêt pour cette date-là, il va tracker toutes ses affaires, ça va être un peu plus rigide pendant ce temps-là. C'est Encore une correct, fois, tu sais. ouais. Mais j'ai l'impression qu'on a pris cette façon de fonctionner-là pour aller en compétition à quelqu'un qui veut juste perdre du gras pour se remettre en forme. Et c'est là où je Ouais. trouve qu'on tombe dans... Ouais, mais on n'est pas obligé... C'est comme l'objectif, t'es pas sur le stage dans 2 semaines, là. T'es pas Mhm. obligé de peser, là. Tu sais, fait que, c'est là, je trouve, c'est comme... On a mis une façon de faire qu'on utilise quand on a un gros objectif précis, une date précise, à des objectifs un peu moins précis, un peu moins urgents, Ouais. et pas vraiment de date limite. Et c'est là que j'ai l'impression qu'il y a Qu'il ça y a un matche pas. décalage. C'est ça, je pense que comme tu le dis, il y a vraiment un décalage entre les façons de faire ou ces standards de réussite puis ces façons de faire qui sont adaptés pour le monde de la compétition, du bodybuilding qui est important. Puis clairement, quand on est dans ce niveau-là, il y a plus d'obsessivité. Encore Mhm. une fois, c'est correct qu'être obsessif à petite dose. Mhm. On en a parlé dans le dernier podcast. Mais c'est vrai que quand il y a un décalage puis qu'on ramène ces façons de faire très rigides pour atteindre des objectifs très précis à des objectifs moins précis ou qu'on a plus de marge de manœuvre. Mais si nos objectifs, au final, on a plus de manœuvre, ça veut dire qu'on a aussi plus de marge de manœuvre dans nos façons de faire. C'est de garder ça en tête. Je pense que c'est vraiment une réalité que tu as mis le doigt sur une réalité qui est très présente dans ouais, le monde du sport, puis qui teinte en fait des façons ou la vision que les gens ont de vouloir faire les choses, puis de s'investir puis se prêter à cet exercice ou leurs objectifs. Mhm. Ouais, marge de manœuvre, c'est ça, tu sais. Il y a plus de marge de manœuvre là, pour quelqu'un qui. Tu sais, mettons, moi, je veux faire un triathlon cet été avec ma blonde, je fais juste le vélo. Ben, tu sais, OK, j'aimerais ça le faire, mettons, en temps de temps, mais c'est pas ma carrière. J'ai de la marge de manœuvre, tu sais. C'est comme si Ouais. jamais je l'atteins pas, c'est pas un big deal. Mais cette marge de manœuvre-là que j'ai, cet objectif-là, ben, me permet d'en avoir aussi dans mes entraînements, puis etc. Fait que je trouve que c'est bon de voir si j'ai de la marge de manœuvre sur le outcome, je suis supposé avoir de la marge de manœuvre sur le processus versus un athlète de haut niveau qui fait ça pour sa vie. Sa marge de Ouais. manœuvre est un peu plus petite. T'sais. Bon, ben, ses comportements, sa marge de manœuvre risque d'être un peu plus petite aussi. T'sais. Ouais. Puis je trouve ça fun qu'on parle de marge de manœuvre parce que c'est aussi rassurant de savoir que dans notre day-to-day qui est souvent très occupé, qu'on a d'autres choses, de travail, etc., des enfants, probablement, d'autres projets de vie, que crime, on a une marge de manœuvre, on n'a pas besoin d'être parfait. On peut, tu sais, jouer dans cette marge de manœuvre puis quand même achieve nos outcomes. Mhm. Puis encore une fois, pour revenir à la marge de manœuvre, si on voit une marge de manœuvre, c'est clair qu'on n'est pas en vision dichotomique. Parce qu'en vision dichotomique, il n'y a pas de marge de manœuvre. Très bien. Ça revient à ce que tu disais au départ. Tu sais. Tout est dans tout. Ouais. Mais il y a une question, c'est la prochaine question, c'est drôle que ce soit ça, là, mais c'est comment diminuer l'effet de tout ou rien? C'est dichotomique.
Si je Ouais. suis pas à 100% dans la structure, je suis en échec. C'est un peu comme ça j'ai l'impression qu'elle se sent, mettons. Fait que comment diminuer cet effet-là de tout ou rien? Ouais. Ben, encore une fois, je pense qu'on a répondu à cette question-là à travers le podcast, mais c'est clair que ta personnalité va teinter cette vision-là. Puis le monde plus consciencieux, habituellement, ils ont plus une vision tout ou rien. Et ils vivent, vu qu'ils sont très rigoureux, quand tu as une conscienciosité élevée, tu as une rigueur assez élevée, fait que tes standards sont beaucoup plus précis, puis il y a moins de marge de manœuvre dans ces standards-là. Fait qu'après, c'est venir tolérer l'imperfection va te permettre de te créer cette marge de manœuvre-là qui est nécessaire pour pas être dans cette dichotomie-là qui, au final, va souvent paralyser les gens, va souvent euh, affecter négativement l'estime de soi des gens. Euh, fait que, ouais, c'est ça que je dirais. Mhm. Fait que c'est s'exposer, tu sais, dans le fond. C'est exposé à être C'est imparfait ça. pour venir créer une marge de manœuvre dans laquelle on peut jouer, puis savoir il est où le barème de cette marge de manœuvre-là dans laquelle on peut jouer. Mhm. Puis une fois qu'on établit ces barèmes-là, là, ton cerveau va avoir des repères clairs pour avancer dans une structure sans tomber dans la rigidité. Mhm. Dernière question. Je pense qu'on y a répondu aussi. Que, comme je t'avais dit, sens-toi bien à l'aise de mentionner. Comment se libérer de la tyrannie des chiffres et des stats tout en continuant à performer vers un objectif? Ça me paraît parfois impossible car mon cerveau a besoin de précision pour savoir où il s'en va. Je ne peux pas toujours me fier sur mon instinct qui est subjectif. Puis pour la connaître, mettons, si tu veux du contexte, là, pour les chiffres, on est plus dans, mettons que ce soit l'alimentation, l'entraînement, le nombre de pas, je sais pas, là, mais fait qu'on est plus dans ça, on est moins dans la tyrannie des chiffres pour atteindre une performance sportive. On est moins là-dedans, on OK. est plus dans ça. Tu sais. J'aime cette question, puis je pense qu'on a répondu en grande partie, mais il y a un élément que je voudrais aborder, c'est que c'est vrai que ton cerveau a besoin de précision. Puis notre cerveau, il aime la précision. Puis parce que souvent, on fixe nos objectifs en termes de résultats, c'est clair, c'est précis. OK? Ce qu'on a de la difficulté à faire, c'est comment on décortique cette chose précise en comportement en comportement précis, mais sur lequel tu as une marge de manœuvre, des comportements que tu peux prendre action sur dans ton day-to-day. Puis Mhm. c'est parce qu'on n'est pas capable souvent de décortiquer un objectif en termes de chiffres en comportement précis Mhm. qu'on tombe dans les chiffres pour essayer de tout calculer parce que notre cerveau, il fonctionne comme ça. Il aime cette précision-là. Mhm. Fait qu'il faut s'assurer de traduire les chiffres en d'autres comportements que eux sont pas chiffrés pour garder le même niveau de précision que notre cerveau aime et avoir un contrôle sur quelque chose d'autre qui est un chiffre. Fait que c'est ça que je dirais. Mhm. Si, tu sais, quand on dit le cerveau aime la précision, mettons que je remonte il y a 200 000 ans. Comme, pourquoi? Pourquoi il aime la précision? C'est parce, mettons, il y a plus de contrôle, il y a moins d'anxiété, il y a moins d'incertitude. Fait que, est-ce que. Ma question, c'est est-ce qu'on est vraiment obligé d'être hyper précis sur un chiffre ou c'est plus du contrôle qu'on cherche à aller chercher de ce côté-là, mais on devrait aller beaucoup plus précis sur nos comportements? Mais la précision des chiffres, mettons, concernant les steps, combien je mange, etc. À moins que je sois un athlète de haut niveau, là, mais est-ce qu'il n'y a pas une part de contrôle là-dedans? Souvent oui. Puis euh, c'est vrai ce que tu dis. Tu sais, quand on va dans le milieu médical, puis on pense tu sais, à la taille, au développement d'un enfant, puis la taille qu'il devrait avoir pour certains âges, ou le poids, c'est tout le temps un range. On défie tout le temps avec un range, Ouais. mais souvent, nous, nos objectifs, on le fixe juste avec quelque chose de très précis, un chiffre. Revisiter son ou je suggère qu'on se fixe un range aussi. Hmm.
Puis c'est là encore une marge de manœuvre. On se donne une marge parce que on l'utilise puis on l'applique dans le milieu médical, c'est une marge de manœuvre. Ton poids devrait être entre ça et ça. Ta taille, à cet âge-là, devrait être entre ça et ça pour assurer un développement normal, disons ça de même. Ouais. Fait qu'on peut amener ça aussi dans le contexte des objectifs en termes de chiffres qu'on se fixe, puis aller plus avec un range et non un chiffre précis, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de tomber dans du contrôle pour atteindre ce chiffre-là très précis qu'on veut. Ouais. Fait que comme la question de Virginie tantôt, mettons, descendre sous mes 10 000 pas, mais là, ça serait de créer un range de dire, hey, entre 8 à 10 000, j'aimerais ça être. Entre 7 à 10 000, comme ça, ben, il y a une bonne journée, est à 10, mais hop, ça n'a pas donné, est à 7, et dans son range, a plus de flexibilité, c'est moins dichotomique, etc. Absolument. C'est comme ça que toutes les recommandations sont faites dans le système de la santé. Il faudrait aussi les avoir dans le monde sportif, de l'alimentation ou peu importe. Ben, voilà les questions du public. C'est ce qui conclut notre épisode. Merci énormément pour cette discussion-là. Moi, je réécoute aussi les podcasts parce que quand tu es dedans, c'est différent, mais il y a plein de bons éléments, même pour moi, que je suis comme « Ah, ça, c'est bon, ça, c'est bon. » Fait que j'ose croire que les gens qui vont écouter vont apprécier également. Puis en terminant, où les gens peuvent, s'ils veulent te contacter, te dire merci, te demander une question, peu importe, ils font ça où? Ben, d'abord, merci de me recevoir. Je trouve que c'est tout le temps fun de discuter ensemble. On a les mêmes intérêts, fait que je pense qu'on peut aller vraiment creux dans des questions. Puis tu as une super bonne écoute, fait que je trouve que c'est le flow de la conversation est vraiment fun. Puis, si le monde ils ont aimé notre conversation puis ils veulent en apprendre plus, ils peuvent me suivre sur ma page Instagram professionnelle qui est andreagavrila.officiel. Sinon, j'ai mon site web andreagavrila.ca où il y a de l'information sur mes services de consultation, de coaching que j'offre. S'ils ont des questions précises ou peu importe, ils peuvent aussi me contacter à travers mon site web, puis ça va me faire un plaisir de répondre à quelconque demande. Tout ça va être dans la description. Puis merci encore une fois. Merci puis à toi. On va se revoir éventuellement pour un troisième, je suis pas mal sûr. Yes, let's go!